Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous qui vous informe sur la maladie à coronavirus. Dans ce numéro de ce soir, je reçois pour vous professeur Komi Adjo. Il est professeur agrégé de pneumologie. Avec lui, nous abordons ce thème: le cache-nez peut-il gêner les voies respiratoires? Bonsoir professeur et merci d'être là. Bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, d'entrée de jeu, professeur Adjo, quel parallèle peut-on faire entre Covid-19 et les maladies respiratoires? Alors, comme le nom le dit, les maladies respiratoires sont des maladies qui touchent l'appareil respiratoire. On parle du nez, du larynx, mais on parle surtout aussi des bronches et du poumon profond. Donc, toutes les maladies qui touchent ces structures-là sont des maladies classées dans les maladies respiratoires. Covid-19 est une maladie liée à un virus qui a la particularité de s'intéresser à l'appareil respiratoire. Comme on le sait, le virus se fixe au niveau de l'organisme, se fixe sur les cellules. Et pour se fixer sur les cellules, il a besoin de certaines attaches qui ne se trouvent pas sur toutes les cellules. Et les cellules des voies respiratoires font partie des cellules, entre autres, sur lesquelles se trouvent les attaches qui permettent au virus de se fixer. Et donc, c'est un virus qui a un tropisme, qui a une facilité à se fixer sur les cellules des voies respiratoires et donc qui attaque facilement les structures de cet appareil-là. Donc, toute maladie ayant trait aux voies respiratoires sont directement en lien avec Covid-19. On ne dira pas comme ça. C'est que si vous avez une maladie respiratoire, vous devez faire attention parce que si à cette maladie respiratoire vient s'ajouter Covid-19 qui s'attaque aussi à l'appareil respiratoire, vous voyez, et donc il va y avoir une potentialisation d'effets délétères au niveau des voies respiratoires et donc la situation respiratoire risque d'être préoccupante. Donc c'est en ce sens-là qu'on fait le lien entre les deux maladies et en se disant il faut faire attention pour ne pas les faire au même moment. Voilà. Alors, dans ce cas, quand on évoque, par exemple, les maladies respiratoires, lesquelles sont beaucoup plus concernées dans ce cadre, dans le cadre de cette pandémie? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que si vous faites une maladie respiratoire aiguë, nous, en termes médicaux, on appelle une maladie aiguë une maladie qui ne dure pas dans le temps. Si c'est une maladie aiguë qui va durer quelques jours, ce n'est pas inquiétant parce que vous avez la chance de guérir de cette maladie-là avant peut-être de faire l'infection à Covid-19. Et donc, il faut être malchanceux pour que cet épisode de maladie aiguë coïncide avec l'infection à Covid-19. Là où ça inquiète, c'est ceux qui sont porteurs de maladies respiratoires chroniques. Oui. Les asthmatiques, par exemple, ceux qui ont une maladie qu'on nous appelons la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc, quand vous avez ces maladies chroniques qui ne guérissent pas, donc c'est des maladies qu'on traîne toute sa vie. Et donc, là, c'est comme on a un terrain qui est là et on doit s'inquiéter à tout moment parce que si jamais ces genres de personnes font Covid-19, il y a lieu de s'inquiéter parce que ça peut devenir plus grave. Ok. Voilà. Alors, dans le cadre, bien sûr, de cette maladie à coronavirus, avec qui le monde entier essaie de gérer la situation, c'est là, il y a plus d'un an déjà. Quelles sont ces maladies qui sont beaucoup plus... enfin, les maladies respiratoires auxquelles vous faites face dans la lutte ou dans le traitement de cette maladie à coronavirus? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans notre pays, la maladie respiratoire chronique la plus fréquente, c'est l'asthme.
Oui. Mais il est bien attendu que nous sommes dans un pays en développement ou un pays sous-développé avec les infections. Et la tuberculose reste quand même une maladie aussi fréquente. Et non seulement une tuberculose évolutive, mais ceux qui ont déjà fait la tuberculose, c'est des gens qui ont une partie de leur poumon le plus souvent détruite. Alors, ce qui fait que c'est des gens qui sont fragiles sur le plan respiratoire. Les problèmes qu'on a eus depuis cette pandémie-là ont concerné surtout les anciens patients tuberculeux ou des patients qui font la tuberculose et sans le savoir ou qui ont été diagnostiqués sous traitement et qui font en plus le Covid-19. Ces malades-là ont payé quand même un tribut non négligeable au cours de cette pandémie que nous traversons. Alors, après, il y a les asthmatiques. Oui. Mais fort heureusement, les asthmatiques, jusque-là, dans notre expérience togolaise, s'en sortent relativement bien. Et donc, voilà, c'est les deux catégories de malades sur le plan maladie respiratoire qui posent problème avec Covid-19 chez nous. Alors, justement, dans le cadre de traitement de ces malades de Covid-19 qui ont déjà d'autres pathologies comme l'asthme ou autres maladies respiratoires, y a-t-il un traitement aussi spécifique pour pouvoir mieux sauver la personne de la situation? Traitement spécifique, oui et non. Non, parce qu'il faut prendre en charge correctement les deux affections. Spécifique parce qu'il faut être très attentif. Le malade tuberculeux qui fait Covid-19, qui va s'aggraver, va nécessiter des soins plus appropriés, plus particuliers, que ce soit en matière d'oxygénothérapie, ou l'asthmatique qui fait Covid-19 et qui s'aggrave, eh bien, va nécessiter des soins renforcés en matière de sa prise en charge sur le plan de sa maladie asthmatique. C'est en cela que c'est une particularité, c'est de faire attention à optimiser le traitement de la maladie associée à Covid-19. Alors, à part ce genre de traitement, on parle souvent de la prise en charge holistique. Comment est-ce que ça se passe? La prise en charge holistique, c'est que quand on reçoit un malade de Covid-19, et comme on le sait, très rarement le virus en soi tue. L'infection peut tuer, peut mettre en danger la vie en s'attaquant à certains organes nobles, mais le plus souvent, c'est que l'infection va détériorer l'ensemble du fonctionnement de l'organisme, ce qui fait qu'on ne regarde pas qu'à l'infection, on regarde aux organes vitaux, on voit le foie, le rein, le cœur, donc on regarde tous ces organes-là pour s'assurer que ces organes-là fonctionnent au mieux. Oui. De telle sorte que très souvent, si le malade a une insuffisance rénale, on sera obligé de lui faire une dialyse. S'il a un problème du cœur, donc renforcer le traitement au niveau du cœur, etc., etc. Donc c'est une prise en charge comme on le fait habituellement en médecine. On fait le point de la situation du malade, on fait le point sur tous les désordres créés ou entraînés par Covid-19 et on s'occupe de tous ces désordres-là et de façon à ce que l'organisme soit restauré et puisse mieux lutter contre l'infection lui-même. On parle bien sûr du cache-nez qui peut être un gène pour les voies respiratoires. En réalité, ceux-là qui traînent des pathologies respiratoires ont peut-être des difficultés en portant le cache-nez ou bien doivent le porter d'une façon aussi beaucoup plus particulière? Alors, la respiration normale, c'est une respiration qui se fait sans interface.
Donc, on respire de l'air de l'extérieur. Normalement, ça rentre dans les voies respiratoires par le nez et ça descend tout doucement. Donc, du moment où vous mettez une interface de surcroît qui a pour vocation d'arrêter, de filtrer ce qui rentre, en ce moment-là, la circulation de l'air, le passage de l'air ne se fait plus de façon en fluide du milieu extérieur vers le milieu intérieur, de la même façon des poumons vers le milieu extérieur. Et donc, il y a une petite résistance qui apparaît quand on respire. Et donc, c'est tout à fait normal. Hein? Il y a deux éléments qui expliquent la pénibilité de la respiration lorsqu'on porte un masque. Il y a d'abord le vécu psychologique, la représentation que le sujet se fait de son masque. Ça, c'est complètement psychosomatique. Vous savez, il y a des gens, quand ils se couchent sous moustiquaire, ils vont sortir complètement paniqués parce qu'ils n'arrivent pas à respirer du tout, alors que d'autres, ils dorment tranquillement, sans percevoir quelque changement que ce soit. Ça, c'est une représentation, ce n'est pas qui est personnellement. Et donc, il y a des gens, le simple fait d'avoir une interface de ce type-là au niveau du nez, qui couvre le nez, la bouche, leur donne une représentation désagréable au niveau psychique qui fait que vous avez une somatisation, il y a cette impression-là de mal respirer. La deuxième chose qui explique que la respiration ne soit pas assez facile quand on porte un masque, c'est lié un peu aussi à l'habitude. Vous savez, on est là, on est un produit d'adaptation. Hein? Nous sommes un fruit d'adaptation à tout ce qui nous entoure. Et donc, on n'est pas habitué à porter le masque pour respirer. Et donc, quand vous le portez les premières fois, c'est un peu désagréable. Ou quand vous l'enlevez, vous le remettez, vous sentez tout de suite ce changement-là. Et de surcroît, la nature du tissu utilisé pour fabriquer le masque va aussi intervenir. Plus le tissu est dense, plus on aura de problèmes à faire passer l'air à travers ce tissu-là. Ce que nous appelons dans notre jargon la respirabilité du tissu utilisé ou du masque. Et donc, au finish, oui, le port de masque peut entraîner une gêne au niveau de la respiration, que ce soit une gêne réelle liée au type du tissu utilisé ou à la représentation qu'on fait de ce qu'on porte, ce qui est un phénomène complètement psychosomatique. On peut avoir de gêne. Alors, ça, c'est le premier niveau, et donc, qui peut déranger ceux qui ont une maladie respiratoire chronique. De telle sorte que c'est au cas par cas, on discute avec les malades, voir un peu la perception qu'ils ont. Oui, ça peut les gêner un peu plus. Voilà. Alors, dans ce cas, quel genre de masque peut-on les conseiller? Alors, malheureusement, on a une fabrication artisanale qui abonde le marché. Qui abonde le marché. Et donc, c'est très difficile de s'aventurer pour dire, pour les masques artisanaux, on ne peut rien dire. Parce que tout dépend, on ne sait pas quel tissu on a utilisé. Et voilà. Maintenant, pour les masques habituels, classiques, conventionnels, il faut porter des masques, pour cette pandémie-là, des masques de type que j'ai porté. C'est des masques chirurgicaux qui n'ont pas de mailles trop étroites et donc qui laissent quand même, qui ont une bonne respirabilité. Encore une fois, c'est vrai, le type de masque va déranger la respiration. Par exemple, il y a des masques
que nous appelons les masques FFP2. C'est les masques filtrants conçus pour ceux qui travaillent dans des milieux assez à risque, que ce soit le type 1, le FFP1, le FFP2, le FFP3. C'est des masques spéciaux que les professionnels utilisent. Ces genres de masques ont des mailles très serrées, sont conçus pour éviter, pour réduire, filtrer vraiment de façon importante ce qu'ils rentrent dans les voies respiratoires pour éviter de se contaminer. Et c'est des masques qui ont également des fuites à l'extérieur très réduites, ce qui fait que ces genres de masques, on ne doit pas le conseiller à ceux qui ont des problèmes respiratoires. Parce qu'en ce moment-là, c'est assez difficile, même nous les professionnels, lorsqu'on les porte, à partir d'un moment donné, on a des problèmes à respirer. Et donc, quand on est déjà limite sur le plan respiratoire, quand on a des problèmes respiratoires, il vaut mieux ne pas utiliser ces masques-là. Donc, dans les masques conventionnels, c'est les masques chirurgicaux, comme ce que je porte là. C'est ces masques-là que ces gens de malades doivent utiliser. Ça, c'est un point important. Le deuxième point important, c'est l'hygiène du masque. Oui. Parce que c'est encore un trajet que vous interposez entre l'air que vous respirez et cet air-là traverse le masque pour rentrer dans les voies respiratoires. Si vous n'entretenez pas très bien le masque, s'il y a de pollution, s'il y a des saletés, et de surcroît, s'il y a des microbes là-dessus, vous vous rendez compte que vous risquez de les aspirer dans vos poumons. Et si on a déjà un poumon fragile, c'est ce qu'il faut éviter le plus. Il faut éviter de surcharger, d'envoyer des germes dans ce poumon fragile-là. Donc, c'est très important, l'entretien du masque, quel que soit le type. Mais donc, si on veut porter un masque, et surtout si on a un problème respiratoire, il ne faut pas chercher à porter des masques de professionnels, des masques FFP2. Il faut porter des masques juste filtrants simples, des masques chirurgicaux ou des masques à fabrication artisanale, mais faire attention aux tissus utilisés. Dans votre développement, vous avez eu à faire mention, bien sûr, de l'entretien à l'hygiène, bien sûr, de ces masques. Il vous arrive quand même de jeter un coup d'œil là dans la circulation et voir ce qui se passe un peu. Les gens ont mis le masque, peut-être depuis juin jusqu'à ce jour, ils ont deux, on les change, mais sans les laver vraiment. Oui, et surtout les laver aussi. Comment faut-il les laver, ces masques artisanaux? Vous verrez des gens, les gens ont mis le masque dans un sac et poussière et c'est quand ils se retrouvent dans un milieu, ils se rendent compte qu'ils sont obligés de les porter, qu'ils le tirent de quelque part et puis hop, on les envoie là. C'est pas des bonnes pratiques. Évidemment, ce qui se constate, ce qui se voit, c'est qu'on ne gère pas bien ces masques-là. Normalement, quotidiennement, on doit les laver, on doit en avoir 3, 4, de façon à les laver chaque jour, à pouvoir les changer. C'est ce qui doit être fait. Et les laver, c'est une bonne chose, mais c'est quand vous les portez et que, pour des raisons ou pour une raison ou une autre, vous trouvez que vous ne devez plus les porter parce que soit vous n'êtes plus en présence d'une tierce personne et que vous l'enlevez, c'est quand vous l'enlevez, où est-ce que vous le mettez, c'est ça qui est la question. Je crois que ce serait bien d'avoir une petite enveloppe et quand on le sort, on le met dedans, on le ferme, après on peut le reprendre. Il faut de toutes les façons essayer de trouver un moyen pour que le masque qu'on met au nez et par lequel va passer l'air qu'on respire, l'air qui rentre dans le poumon, que ce masque-là soit propre. Parfait. Alors, dans le même temps, un malade de Covid-19 ou bien, enfin, quelqu'un qui a des problèmes respiratoires, comment faut-il, ou bien comment doit-il porter le masque? Alors, vous posez deux... oui. Alors, le malade qui a un problème respiratoire,
je suppose que ce n'est pas un malade qui a un problème respiratoire contagieux. Un malade qui a un problème respiratoire, il porte le masque comme tout le monde. Nous savons que les masques que nous portons, le masque grand public, c'est pour éviter de contaminer les autres. Et donc, c'est les mêmes règles qui s'appliquent à tout le monde. On porte le masque en présence d'une tierce personne ou lorsqu'on est dans un lieu public. Et c'est ce qu'il faut faire quand on est seul. Évidemment, quand on a un problème respiratoire, on est seul et on peut se passer de son masque. Maintenant, quand on est un patient COVID-19, c'est que là, on est à risque, on est une personne contagieuse et donc on représente un danger pour les autres. Oui. La première chose, c'est d'éviter d'être en présence des autres. Aussi longtemps qu'on le peut, on se met en quarantaine. C'est ce qui se fait quand on demande aux gens d'être à la maison, de s'isoler à la maison. Je crois qu'il faut que les gens fassent cet effort-là, de s'isoler si possible, d'être dans sa chambre, rester dans sa chambre, de ne pas sortir trop au contact des autres. Maintenant, quand on doit être au contact des autres, il faut porter un masque. L'idéal serait d'avoir un masque un peu comme ça, chirurgical, conventionnel. L'idéal, parce que là, au moins, on est sûr de sa filtration, de ce que ça empêche de projeter. Les masques artisanaux filtrent à des degrés très variés, certains bien, certains moins bien. De toutes les façons, il faut porter un masque, de préférence un masque, si on est patient Covid-19, un masque chirurgical de préférence. Et il faut le porter de façon systématique. Je crois que c'est ce qu'il faut noter quand on est patient. On ne peut pas avoir l'audace de l'enlever. Non, il vaut mieux ne pas l'enlever. De l'air naturel, comme on aime bien le dire. Bon, le souci, quand vous êtes surtout dans la stratégie actuelle où on a des malades à la maison, quand vous êtes à la maison, vous enlevez votre masque, vous faites tout le reste, c'est que tout l'environnement où vous vivez vous contient du virus, vous envoyez assez de virus, et donc ça peut représenter un risque pour ceux qui sont dans la même maison que vous. Et donc, aussi longtemps qu'on le peut, on porte son masque. C'est ce que je peux conseiller. Porter les masques, oui, les entretenir comme ça se doit, surtout les masques artisanaux, oui, mais l'autre problème aussi, c'est que si nous prenons par exemple ce que vous avez, le masque chirurgical, après usage, il faut jeter ça. Comment faut-il l'éliminer? Parce qu'aujourd'hui, dans les caniveaux, dans les poubelles, dans les rues, les coins, recoins, ça donne lieu à ce fameux jeu des enfants où on les met, on dit Tortue Ninja, et on se dit, mais est-ce qu'on est vraiment à l'abri de Covid-19 en Afrique? Oui, je crois que ça, c'est une inquiétude. Ce qui est conseillé, c'est que quand vous utilisez votre masque et que c'est arrivé en fin de vie, vous pensez que vous ne devez plus l'utiliser. Et ce qui est bien, c'est quand vous voulez le jeter, vous coupez les brides, les cordelets qui permettent de le retenir au visage. Vous essayez de tirer sur les brides pour les couper. C'est ce que moi j'ai l'habitude de faire. Au moins vous avez l'assurance que même si un enfant le voit, puisqu'il n'y a plus de brides, il ne pourra plus être tenté de le mettre lui aussi. Mais il n'y a pas d'autre solution sauf de les brûler, mais ça aussi c'est une pollution qu'on va créer. Alors, on sait aujourd'hui qu'il faut les éliminer pour éviter la contamination d'une façon ou d'une autre, mais les masques artisanaux, oui. Comment faut-il les éliminer? Les brûler? Les masques artisanaux sont faits en tissu. Oui. Donc, normalement, on peut facilement... C'est des masques à recycler. Oui.
Donc, ce n'est pas usage unique, on est d'accord. Et c'est vrai qu'à un moment donné... Ça se déchire, hein, les pailles et autres. Là, moi, je pense que dans ces conditions, ça va à la poubelle normalement. Ça va à la poubelle. Si on veut, on peut, avec un ciseau, tac, tac, couper. C'est pareil pour les masques chirurgicaux. Hein. Pour éviter que les gens le portent, si vous avez un ciseau, vous couper les brides ou couper en deux le morceau avant de le jeter à la poubelle. Je crois que on a un ensoleillement assez puissant si votre masque va à la poubelle sous le chaud soleil de l'Afrique, une bonne journée ensoleillée en 2-3 jours. Je crois que même s'il y a Covid-19 dedans, le risque est vraiment moindre. Le problème, franchement, je ne crois pas que c'est à ce niveau-là. Si vraiment on coupe les brides, on coupe les masques en deux, ce n'est pas de là que vient le risque de s'infecter pour Covid-19. Voilà. Parfait. On va parler coronavirus au Togo d'une façon beaucoup plus particulière. Et les fêtes de fin d'année avec son cortège de nombre de contaminations. Par exemple, pour la journée d'hier, on a une cinquantaine, un peu plus d'une cinquantaine de cas détectés Covid-19, avec également une cinquantaine de cas guéris. Ce qui veut dire qu'en réalité, les mesures barrières n'ont pas été vraiment observées. Quand on analyse un peu les chiffres entre cette semaine-là, la semaine dernière, cette semaine-là, et là, voilà un peu. Ah non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas vraiment dire ça. Les moments de fête, on le sait, c'est des moments où on fait, je ne dirais pas n'importe quoi, mais où on se lâche. Et donc, c'est ce que on a essayé d'éviter, le gouvernement a essayé d'éviter avec les mesures de restriction qui ont été mises en œuvre. Ces mesures ont permis quand même, vous-même, je ne sais pas comment vous avez fêté, mais ça nous a bridés. Hein. Comment? Oui, je ne crois pas que les gens ont pu fêter comme ils auraient aimé fêter. Les gens ne se sont pas déplacés comme ils l'auraient fait s'il n'y avait pas ces mesures-là. Et donc, quelque part, ces mesures-là ont réussi quand même à réduire significativement nos mouvements, à réduire significativement les contacts avec d'autres personnes. Donc, sur ce point, du coup, on peut dire que les contaminations devaient être de loin plus importantes que ce qu'on a actuellement s'il n'y avait pas ces restrictions-là. Moi, personnellement, je m'attends à ce qu'on aille jusqu'à une centaine de cas par jour. Hein, ah bon? Malgré les restrictions. Jusqu'à une cinquantaine, soixantaine de cas, ça reste assez raisonnable à mon avis. Covid-19, c'est une maladie très contagieuse, hein, très contagieuse. Si vous vous amusez à baisser la garde et à avoir des contacts proches avec des gens qui ont la maladie, vous vous infectez. Et donc, pour tout ce qui s'est passé malgré la restriction, moi, jusqu'à 100 cas par jour, c'est pourvu que ça ne dure pas dans le temps. C'est ce qui est important. Et on peut encore estimer qu'on est encore dans les conséquences de la fête. Et donc, c'est vrai, ça inquiète, mais ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant. Non, c'est normal, hein, tout ce qu'on voit. Normal, jusqu'à 100 cas par jour. Non, mais ça, c'est encore trop, hein, cinquantaine. On va essayer quand même de... Oui, la plupart des cas, c'est des cas asymptomatiques. L'idéal, c'est de rester peut-être dans la même tendance, mais ce n'est pas du tout vrai, ce n'est pas possible. Vous avez fêté. Hein, on n'a pas mis le couvre-feu de 18 heures. Quoi qu'il en soit, au moment des fêtes, il y a eu quand même assez
quelle que soit la restriction, il y a eu quand même de mouvements. Donc, des conditions sont créées pour que les gens s'infectent. Il y a eu des retours, des voyages, les gens sont sortis du pays, les gens sont rentrés du pays dans le cadre de la fête. Et donc, c'est des mouvements qui entraînent des contaminations. Donc, c'est normal. C'est normal qu'on ait une hausse du nombre de cas. Jusqu'à 60, moi, je trouve quand même c'est raisonnable. Alors, face à la situation, est-ce qu'on a quand même un plateau sanitaire bien en forme pour pouvoir contenir tout ce qu'on est en train de voir ces derniers temps-là? Très souvent, c'est des cas asymptomatiques, selon ce que... il y a un communiqué du gouvernement de la cellule pour éclairer un peu les heureusement que cette augmentation de nombre de cas s'est faite sans qu'il y ait une augmentation inquiétante de nombre de cas graves. Donc jusque-là, les capacités du pays ne sont pas débordées du tout. Non, on est peut-être à 50% de saturation actuellement, et donc on n'est pas dépassé. Ce qui serait important, c'est que ça ne dure pas dans le temps. Parce que si hier, on a reçu au CHR, disons, 4 cas, aujourd'hui, il va y avoir 3 cas graves. Et donc, si ça se suit comme ça, au bout de 15 jours, vous savez, ça risque d'être préoccupant. Donc, pour le moment, ce n'est pas inquiétant. Nos capacités ne sont pas dépassées. Mais il faut qu'on soit vigilant et que les mesures pour casser cette tendance-là soient vraiment prises au sérieux pour que les contaminations ne continuent pas. Okay. Et donc, c'est à saluer ce qui se passe au Grand Nord avec le couvre-feu. Il faut ce genre de mesures pour éviter que les contaminations ne s'entretiennent. Alors, est-ce à dire que c'est à l'intérieur du pays qu'on a découvert beaucoup plus de cas où c'est enfin éparpillé un peu partout sur le territoire? Ben, c'est éparpillé. C'est vrai qu'il y a eu plus de cas dans les savanes, ça, tout le monde le sait. C'est éparpillé. C'est ça. Dès que vous avez Lomé, c'est une particularité, mais dès que vous avez des signaux qui indiquent qu'il y a une contamination quand même importante dans une zone relativement facile à circonscrire, et il faut agir tout de suite. Parce que tout relâchement en matière de Covid se paie cash. Donc, c'est comme ça. Et quelle région du pays a enregistré beaucoup plus de cas? Non, les derniers cas qu'on a eu, les augmentations qu'on a eues en dehors de Lomé, comme vous avez suivi, la région suivante, c'est la région des savanes. Et donc, c'est ce qui a justifié les mesures que le gouvernement a prises. Maintenant, des cas éparpillés, ça et là, ça existe, mais là où ça semble plus condensé, c'est les deux extrêmes, Lomé et puis le Grand Nord. Dapaon, voilà. Dapaon. Ouais, Est-ce que vous dites qu'on a beaucoup plus été là-bas où les mesures n'ont pas vraiment... Enfin, on sait que Lomé est la capitale, ville frontalière, où on assiste à des mouvements de gauche à droite, également... Vous savez que Dapaon est presque, on va dire, entouré, c'est 3 frontières, on peut dire. Oui. Et donc, est-ce que ce n'est pas ça? J'ai l'impression que ça doit être ça. Et le retour au pays pour fêter, et surtout quand on est entouré de 3 pays différents, c'est plus facile. C'est plus facile. Les risques sont plus
d'un pays où il y a des cas et puis c'est vite fait. Hein? C'est comme ça en matière de Covid. Vous partez d'un cas, vous arrivez rapidement à des centaines de cas tout de suite. Hein? Ça va vite. Et donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il suffit qu'il y ait quelques 2-3 patients, sujets contaminés, qui soient rentrés et qu'il n'y ait pas de mesures rigoureuses, une application des mesures barrières, que tout de suite, ça va. On n'a pas besoin que ce soit spécialement beaucoup de gens qui soient rentrés, que ce soit spécialement de grandes fêtes dans toute la région. Ça peut partir d'un petit noyau et puis voilà. Alors, à ce niveau aussi se pose un autre problème, la fermeture des frontières terrestres, quand on sait que à côté de cette fermeture de ces frontières terrestres, il y a la porosité également, où les gens passent par des voies détournées pour leurs besoins de gauche à droite, que ce soit dans le Togo ou dans le Burkina ou le Niger, ou dans le Bénin ou dans le Ghana, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas... C'est pas le moment peut-être de revoir un peu cette méthode qui consiste à garder fermées les frontières terrestres, qui donne lieu à une autre façon de trafic qui se fait tous les jours au niveau de toutes les frontières terrestres. Non, là, vous abordez une problématique réelle. Hein. Je crois que les autorités savent, on ne peut pas être dupe. Et, tout le monde sait que ce n'est pas parce qu'on a fermé les frontières qu'il n'y a aucun mouvement. Les gens bougent sans que ce ne soit officiel. Donc, je crois que les autorités nous écoutent. Le grand problème, hein, c'est... Vous faites quoi après quand vous ouvrez? Le mérite de la fermeture telle que c'est fait actuellement, son mérite, c'est de réduire quand même le flux des voyages. Il faut être dans le besoin réel de voyager pour chercher à traverser la frontière. Au niveau de l'aéroport, il ne se pose pas de problème. Hein? On filtre et les sorties. Oui, là, on contrôle systématiquement voilà. tous les allers-retours. Au niveau des frontières terrestres, tu fais comment? C'est délicat. Le flux est tellement important, ce serait illusoire de penser qu'on peut contrôler. Mais d'autres ont rouvert dans la sous-région. Dès que vous ouvrez, ça veut dire que vous restez, vous n'êtes plus dans quelque contrôle que ce soit. Ça, c'est... Si aujourd'hui on dit on a ouvert les frontières, est-ce que vous allez appliquer la quarantaine à tous ceux qui rentrent? Vous les gardez où? C'est des dizaines de milliers de personnes qui rentrent chaque jour. Vous les gardez où? Qui suit ces quarantaines-là? C'est compliqué. C'est compliqué à mettre en œuvre. Ce qui serait facile, c'est d'avoir des directives harmonisées au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO. Comme ça, quand je quitte le Togo, je vais au Ghana, on me fait la même chose que quand le Ghanéen quitte le Ghana et vient au Togo. Et ainsi de suite. Jusque-là, il n'y a pas encore de directive harmonisée en matière de circulation. Finalement, quel est le rôle qui joue l'OAS dans cette lutte, dans ces derniers moments, quand on sait que d'autres rouvrent dans la sous-région, à côté d'autres ont fermé. Ceux qui ont fermé sont peut-être tentés d'être des gens qui vont beaucoup plus enregistrer ou bien encaisser les coûts, parce que les gens feront quoi qu'on dira, les gens vont emprunter des voies détournées pour être dans un pays qui dit avoir fermé ses frontières. À côté, on a rouvert. Qu'est-ce qui est fait? L'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé. Je ne saurais pas vous dire, je ne suis pas la bonne personne. Je n'ai aucune information. Oui. Entre-temps, c'est difficile d'uniformiser les conduites. Ceux qui veulent vraiment gérer avec assez de rigueur l'épidémie proposent des choses que ceux qui trouvent, que d'autres trouvent
assez difficile à mettre en œuvre à leur niveau. Et donc, je crois que c'est à ce niveau-là que le problème se pose. C'est ça qui crée l'hésitation à ouvrir les frontières. Je crois qu'il y pense et ça ne saurait tarder, j'espère. Ça ne saurait tarder. Mais c'est toute la difficulté. Dès que vous ouvrez les frontières, c'est que vous avez cessé de contrôler quoi que ce soit. Alors, on va dire un mot sur le vaccin. On sait que le Togo, tout comme les autres pays du monde entier, surtout en Afrique, le Togo est à pied d'œuvre pour avoir son vaccin selon les informations que nous avons. D'ici fin juin 2021, est pensé à la vaccination des couches les plus vulnérables, les personnes âgées et autres. Comment ça va dans tout son ensemble, le processus? Ça va bon train? Puisque vous faites... sinon, vous êtes plus proche de cette cellule-là et non, vous avez beaucoup plus de nouvelles que... Pas plus proche de la cellule, mais étant personne aux ressources. Ressources, oui, voilà. Donc, ce que des autres groupes techniques font, on a quand même l'information. Le ministère de la Santé... le ministre a mis en place un groupe technique qui réfléchit sur comment on peut implémenter cette stratégie de vaccination contre Covid-19, quel vaccin il faut acquérir, comment il faut conserver, quelle logistique il faut mettre en place, jusqu'à ce que le citoyen puisse avoir un vaccin qui est bien conservé, efficace. Et comment on suit tout ça là jusqu'à la fin, c'est quand même un dispositif lourd. Et donc, il y a ce groupe thématique qui réfléchit là-dessus pour proposer au gouvernement quand même le coût de cette stratégie-là. Oui. Et donc, à tous les niveaux, oui, les réflexions sont en cours. Sont en cours, hein. Voilà. Je ne sais pas si les délais que vous donnez sont des délais, ce ne sont pas des délais figés. Et oui, donc, oui. Tout peut évoluer. Tout peut évoluer. Bien avant, bien après, même, oui. Selon les informations qui arrivent, les évidences qu'on commence par avoir, ça peut permettre d'aller plus vite ou plutôt d'être un peu réservé, voir un peu comment les choses se passeront. Je crois qu'il ne faut pas s'enfermer dans un délai. Oui. Tout se fait, les réflexions se mènent, on jauge les bénéfices et risques, le coût, efficacité, tout ça là sont mis sur la table et sont discutés au niveau de ce groupe-là. Je crois que le moment venu, les autorités prendront les mesures nécessaires. Professeur Komina Diop, c'est pratiquement la fin de l'émission. On va devoir conclure par rapport à ce thème qui nous unit ce soir. Le cache-nez peut-il gêner les voies respiratoires? En résumé, en conclusion, pour celui-là qui nous suit, qui a peut-être ce problème respiratoire-là, qu'est-ce qu'il peut retenir? Ou bien celui qui a un de ses membres de la famille qui traîne ce genre de pathologie? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que quand vous portez un masque, que vous soyez un malade qui a un problème respiratoire ou non, quand vous portez un masque et que vous avez des problèmes à respirer, c'est quelque chose qui peut être vrai, lié au masque. Donc, comme on l'a dit, lié au type de tissu qui est utilisé. Et donc, ce qui est fondamental pour surtout ceux qui ont des problèmes respiratoires, c'est deux choses. La première, c'est s'assurer qu'on utilise le bon masque. Il ne faut pas aller utiliser des masques trop filtrants, des masques de professionnels. La respirabilité est plus difficile avec ces masques-là. Donc, ce n'est pas la peine. Il faut utiliser un masque chirurgical simple ou un masque artisanal respirable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est être appliqué à utiliser ce masque-là dans les conditions d'hygiène acceptables. Et ce faisant, je crois que l'impact que le masque va avoir sur la respiration sera négligeable.
Voilà. Merci beaucoup à vous, professeur Komi Adjo. Je rappelle bien sûr que vous êtes professeur agrégé de pneumologie. Merci d'être passé. Merci à vous aussi et merci aux chers téléspectateurs. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour un autre point de l'actualité sur Covid-19. À très vite.